Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, le grand forum, nous serons en compagnie de François Asselineau du parti l'Union populaire républicaine et nous parlerons de la crise, du pouvoir d'achat et de l'Europe. À tout de suite. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion. François Asselineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, vous nous rappelez les grandes lignes des objectifs de l'Union populaire républicaine? Eh bien, c'est un mouvement politique que j'ai créé dans un état de grand dénuement, puisque j'étais presque tout seul avec quelques amis, le 25 mars 2007, donc il y a un peu plus de 6 ans. J'insiste toujours sur cette date, puisque cette date a un sens. Le 25 mars 2007, c'était le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, du 25 mars 1957, qui avait créé la communauté économique européenne, qui avait donc été le lancement de la construction européenne en termes d'institutions juridiques existantes. Alors, si j'ai créé ce parti politique, donc ce jour-là, eh bien, c'est pour, dans un sens très précis, que même nos adversaires ne peuvent nier, c'est que, voici un peu plus de 6 ans, j'ai créé ce mouvement pour appeler les Français, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, à laisser de côté pendant un certain temps leur division gauloise et à se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro, ainsi d'ailleurs que de l'OTAN. Alors quand j'ai créé ce mouvement il y a donc un peu plus de 6 ans, eh bien c'était un discours, des analyses que je faisais qui étaient très peu faciles à admettre par la plupart des gens, puisque à l'époque, rappelez-vous, il y a encore 6 ans, ma foi, l'économie ne se portait pas trop mal, et les gens, voyant souvent la vie au quotidien, ne se posaient pas trop de questions. En plus de ça, les questions européennes sont des questions compliquées, assez ennuyeuses, donc les gens ne veulent pas s'y intéresser. Et donc, quand j'appelais mes compatriotes à sortir de l'Union européenne, j'étais considéré, il y a un peu plus de 6 ans, un peu comme un original, pour pas dire un hurluberlu. Si j'avais fait ça, ça n'était pas parce que c'était pas une fantaisie de ma part, c'est parce que, je me permets de le rappeler, j'ai passé toutes les années 90 dans des cabinets ministériels et dans la haute fonction publique, puisque je suis fonctionnaire d'origine, ou fonctionnaire, je suis ancien élève de l'École nationale d'administration et je suis à l'inspection générale des finances, et donc j'ai vu tout au long des années 90, à la fois dans les allées du pouvoir et puis dans la haute administration, eh bien que notre pays en fait avait perdu tous les leviers de commande, sans que les Français l'aient parfaitement bien compris. Il y a encore beaucoup de Français qui ne l'ont pas parfaitement compris. Désormais, nous sommes dirigés par des institutions étrangères qui ne sont élues par personne, c'est-à-dire par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN qui est à Bruxelles, mais qui est largement dirigée depuis Washington. Donc, lorsque j'ai créé ce mouvement, c'était pour appeler les Français à sortir de cette nasse, de ce piège, parce que j'avais anticipé à l'époque, d'abord que nous allions vers une très grave crise économique mondiale, et aussi que l'euro provoquerait des problèmes de plus en plus importants et amènerait progressivement une dictature sur le continent européen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est lorsqu'on leur dit que nous voulons sortir de l'Union européenne, les gens pensent que nous sommes des nostalgiques, que nous serions des ringards, des gens qui n'auraient pas compris l'évolution du monde. Nous expliquons avec des analyses très précises que c'est le contraire qui est vrai,
et que nous voulons d'abord et avant tout rétablir la démocratie. Alors, comme beaucoup de Français, un an après l'élection de François Hollande, les sondages sont en berne et la déception est au rendez-vous. Quel est votre sentiment sur la politique menée par le gouvernement ? Bien, écoutez, s'il y a des gens qui ne sont pas déçus, c'est moi-même et c'est toutes les personnes qui me font confiance. Je renvoie vos auditeurs à nos analyses et en particulier, vous savez, il y a un outil formidable maintenant qui est Internet, et Internet permet à tout un chacun de voir ce que les responsables politiques disaient il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. C'est un formidable outil pour retrouver la mémoire et lutter contre l'amnésie. Donc les auditeurs que ça intéresse, je leur suggère d'aller sur Internet, de taper mon nom, Asselineau, A2SELINEAU, et puis de taper et présidentielle et abstention, voilà. Pourquoi ça ? Parce que j'ai fait une conférence qui est sur Internet, qui a été filmée, qui date d'il y a un peu plus d'1 an, où j'expliquais, excusez-moi de le dire, mais j'expliquais exactement ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que j'expliquais que de toute façon, M. Hollande n'aurait en réalité aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Tout simplement, je vous le disais à l'instant, parce que tous les pouvoirs réels ont été volés aux Français, sans que les Français ne l'aient compris. On leur a toujours dit que l'Europe c'était formidable, que l'Europe c'était la paix. Alors qui veut la guerre ? Personne ne veut la guerre. Bien sûr. Et comme tout le monde dit la même chose, les Français se sont dit très bien, allons vers l'Europe. Mais les Français ont fait ça de façon étourdie, quoique pas tellement étourdie, puisque je rappelle qu'ils ont quand même voté non à 55% en 2007, Tout à fait. que les européistes ont piétiné le référendum en imposant ce qui justement les Français avaient refusé. Ce qui est une preuve justement de ce que le processus est de plus en plus dictatorial. En attendant, les Français n'arrivent toujours pas à comprendre en profondeur que M. Hollande est une marionnette. C'est de ça qu'il s'agit. M. Hollande n'a pouvoir sur rien. Il n'a pas le pouvoir de décider de la politique monétaire, des taux d'intérêt. On vient d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui même que la Banque Centrale Européenne vient de baisser les taux d'intérêt, ce dont je me félicite, en termes macroéconomiques. Mais enfin, ce sont des décisions qui sont prises par un aréopage de gens non élus à Francfort, et les Français n'y peuvent rien. M. Hollande n'a aucune marge de manœuvre budgétaire, M. Hollande n'a aucune marge de manœuvre en matière de politique internationale, de diplomatie, en matière militaire. Nous sommes devenus les supplétifs des Américains, puisque l'Union européenne est en fait complètement sous la domination de l'OTAN. Enfin voilà, donc nous avions dit, je l'avais dit dans cette conférence, que les Français qui s'apprêtaient à voter pour François Hollande seraient terriblement déçus, puisque après avoir eu, vous vous rappelez, il y a 1 an, on parlait de Merkozy. Tout à fait. C'est-à-dire Mme Merkel et Sarkozy. Tout à fait. Vous avez dit, vous avez détesté Merkozy, vous allez avoir en horreur Merkolande. Ben, nous avons Merkolande comme nous avions Merkozy. Voilà, c'est-à-dire que d'ailleurs, au passage, ceux qui croient que le retour de Sarkozy ou de Copé ou de Dieu sait qui changerait quoi que ce soit, ou de François Bayrou, ou même de monsieur, comment s'appelle-t-il, de monsieur Mélenchon ou de madame Le Pen, ceux qui croient que ça changerait se trompent. Bien sûr, c'est complètement ridicule. Nous resterons dans l'Union européenne, tant que nous resterons dans l'euro, nous ne changerons rien aux grandes décisions de notre pays dans les matières économiques, sociales, budgétaires, diplomatiques, commerciales, etc. et j'en passe. Alors justement, de ce fait, certains auditeurs nous disent régulièrement qu'ils ne croient plus aux politiques, il y a une perte de confiance en l'Europe et en la monnaie unique. Quel est votre avis concernant justement l'avenir de l'Europe ? Écoutez, l'Europe a existé depuis très longtemps en tant que continent. C'est un ensemble de civilisations qui sont voisines mais qui sont quand même très différentes. La civilisation française est tout à fait différente de la civilisation anglo-saxonne à de nombreux égards. Donc, si vous voulez, ça va durer. Lorsque nous disons nous voulons sortir de l'Europe, sortir de l'Union européenne, il s'agit bien entendu de sortir de la construction bruxelloise. Il est bien évident que la France restera sur le continent européen, c'est évident. Donc nous aurons un environnement régional qui ne va pas, lui, changer. J'insiste d'ailleurs que la France est beaucoup plus proche à tous les égards, y compris d'un point de vue géographique, de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, que de la Scandinavie ou de Chypre. Donc, en réalité, la géographie est effectivement un sujet important qui va fondamental même dans les relations internationales. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il y aura une vie après l'Europe. Vous savez, il y a eu une vie après la construction du socialisme. La construction du socialisme s'est effondrée parce que c'était une utopie
et qui menait au désastre, la construction européenne s'effondrera parce que c'est une utopie qui mène au désastre. Mais une fois que ça se sera effondré, eh bien nous resterons toujours voisins des Allemands, des Espagnols, mais aussi des Anglais, mais aussi des Algériens, des Tunisiens, voilà. Ce qu'il nous faut donc, c'est avoir une vision lucide du monde d'aujourd'hui et de demain. Les gens qui disent « Ah, vous voulez sortir de l'Europe, c'est que vous voulez vous refermer sur vous-même » sont des gens qui n'ont absolument pas lu ce que j'écris, ni vu mes conférences. La France est actuellement le pays au monde, après les États-Unis, qui a le plus d'ambassades et de consulats sur la planète. Nous en avons à peu près 272 ou 273. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien, nous fermerons notre ambassade à Bruxelles. Nous fermerons également, si nous sortons de l'OTAN, notre représentation à l'OTAN. Et puis nous fermerons notre représentation il y a un poste spécifique à la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on fermera 3 représentations sur 273. Ça veut dire que nous resterons en contact avec le monde entier, bien entendu. Il faut arrêter de faire peur aux Français en leur promettant en leur assurant que ça serait l'apocalypse si on en sortait. Il faut que les Français comprennent que ce sont les mêmes qui leur disent que ce serait l'apocalypse si on sortait de l'Europe. Ce sont les mêmes que ceux qui leur avaient dit, voici 20 ans, que si nous adoptions l'euro, ce serait fantastique, ce serait la croissance, l'emploi, la richesse. Ce sont des gens qui se sont trompés à 180 degrés continuellement depuis 20 ans. Pourquoi faudrait-il leur faire confiance maintenant? Non, il faut être raisonnable, il faut prendre les choses avec lucidité. La construction européenne est une utopie qui nous emmène au désastre. Eh bien, il faut en tirer les conséquences en adulte et puis en sortir sereinement. C'est d'ailleurs ce que nous proposons. Nous sommes les seuls à le proposer, puisque nous expliquons qu'il y a un article dans les traités, qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union européenne. Voilà, donc il n'y a pas de quoi en faire des histoires apocalyptiques. C'est prévu dans les traités, discutons-en. Alors nous avons consacré il y a quelque temps une émission sur la récession en Grèce avec le journaliste Pierre Jovanovic qui nous expliquait lors de son retour en Grèce que les Grecs étaient rendus à l'esclavage avec des réductions très importantes sur les salaires, sur les retraites et puis j'en passe et des meilleurs. Est-ce que, comme disait Pierre Jovanovic, nous risquons de subir le même sort? Je ne voudrais pas verser dans des propos trop apocalyptiques à mon tour, mais j'observe quand même que la situation est dramatique et que malheureusement ça va s'aggraver et s'aggraver et s'aggraver encore. Vous citez le cas de la Grèce, vous auriez pu citer également le cas de Chypre. Tout à fait. Vous auriez pu citer le cas de l'Espagne, aussi, du Portugal, de l'Italie. Au Portugal, en 2011, il y a 150 000 Portugais qui ont quitté le pays, qui ont émigré, et pour aller d'ailleurs, ou pour aller au Brésil, ou pour aller en Angola, qui sont des pays où on parle le portugais. Il y a désormais plus d'émigrés portugais en Angola, qui est un pays d'Afrique, que d'émigrés angolais au Portugal. Ça montre à quel point nous sommes dans une situation catastrophique. S'il y avait autant de Français qui avaient fui la France que de Portugais qui ont fui le Portugal, au prorata des populations, nous aurions eu près d'1 million de Français qui auraient fui la France voici 2 ans et plus encore cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que la France est en train de suivre le même chemin. Nous avons un taux de chômage qui ne fait qu'augmenter. Les médias sont même obligés d'en convenir. Et encore, ne s'agit-il que du taux de chômage officiel qui est largement sous-estimé. Oui. Mais en plus de ça, nous avons un appauvrissement continuel des gens. Selon l'INSEE, en 2010, c'est les dernières données disponibles, chaque jour, il y avait 1500 Français qui basculaient en plus en dessous du seuil de pauvreté. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 2000 à 2200 Français qui chaque jour basculent en dessous du seuil de pauvreté. Nous perdons entre 600 et 800 emplois par jour. Nous fermons une usine par jour. Tous les jours, il y a 1 à 2 agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus de la situation qui leur est faite. Ça veut donc bien dire que nous fonçons vers la catastrophe. Et vous avez raison de souligner ce qui se passe en Grèce, c'est qu'au motif de rembourser une dette monstrueuse qui n'a jamais, dont il n'y a pas d'audit, on ne sait pas finalement à quoi a correspondu cet endettement.
nous proposons qu'il y ait un déballage général, comme l'ont fait les Islandais, un déballage général des causes et des raisons de l'endettement de tous les pays développés. Parce qu'il n'y a pas que la France, tous les pays sont ultra endettés. Nous estimons que ceci résulte d'un jeu d'écriture et de processus qui ne sont pas conformes à ce qui existait auparavant, c'est-à-dire on pouvait auparavant monétiser une partie de l'endettement public. En attendant, si nous continuons comme ça, et je pèse mes mots, on va subir le même sort que subissent déjà les Chypriotes, les Grecs et les Italiens, qui a d'ailleurs commencé en France, c'est-à-dire être obligés de vendre tout notre patrimoine national dans l'espoir illusoire de rembourser une dette qui croît beaucoup plus vite que les remboursements que l'on fait. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Monsieur de Villepin a vendu une partie des autoroutes françaises, de la gestion des autoroutes, pendant qu'il était Premier ministre, à une société qui s'appelle Vinci. Ça a rapporté 11 milliards d'euros au budget de l'État. Mais au même moment, enfin quelques années après, M. Sarkozy, pendant qu'il a été président de la République, a fait augmenter, pendant les 5 ans où il a été président, il a fait augmenter l'endettement de la France de l'ordre de 600 milliards d'euros. Oui. Donc, si vous voulez, on a vendu nos autoroutes. Ce qui fait qu'à chaque fois que les particuliers prennent l'autoroute qui paye un péage, eh bien, il y a une partie du péage importante qui part comme profit pour les actionnaires de la société Vinci, au capital de laquelle vous avez d'ailleurs des fonds de pension américains. Donc, au bout du compte, on nous traite comme une vache, si vous voulez, une vache à lait, à chaque fois qu'on passe au péage, on nous traite pour le profit d'actionnaires privés, au lieu que ça serve à la collectivité publique. Et tout ceci jusqu'à la fin des temps, sauf si on renationalise les autoroutes comme nous le proposons. Mais tout ceci pour nous être désendettés de 11 milliards d'euros, au même moment qu'on augmentait notre endettement de 600 milliards d'euros. En d'autres termes, si on n'avait pas vendu ces autoroutes, si on les avait conservées dans le patrimoine public, au lieu d'avoir 600 milliards d'euros, on en aurait 611, et puis voilà. Qu'est-ce que ça change? Puisqu'on est de toute façon face à un monceau de dette qui est de l'ordre de 1850 milliards d'euros, dont tout le monde, tous les économistes savent pertinemment que nous ne pourrons pas le rembourser, bien sûr. Que les Allemands ne pourront rembourser les quelques 2000 et quelques milliards d'euros qu'ils ont de dette, pas plus que les Japonais, pas plus que les Américains. Voilà, donc tout ceci doit être entièrement remis à plat, et puis il faut que les peuples d'un seul coup se réveillent et disent, mais attendez, quelle est la situation dans laquelle on est en train de nous enfoncer? C'est en fait, je n'hésite pas à le dire, un coup d'État, une série de coups d'État qui sont effectués sur le continent européen par une oligarchie financière qui prend le pouvoir par l'intimidation et le verrouillage des médias. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la deuxième partie du Grand Forum. Nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau. Alors ne pensez-vous pas que nous sommes en train de changer de civilisation et que les gouvernements tirent encore sur leurs vieilles ficelles? Ce que je pense, c'est que, d'abord, je connais quand même un peu les allées du pouvoir. Je continue de rarement, de temps en temps, avoir des gens qui y sont. Ce que je peux vous dire, c'est que le moral, comme vous disiez tout à l'heure, est en berne. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que tous les dirigeants ont compris que ça marchait plus du tout. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer. Par exemple, le bobard de l'autre Europe. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on nous dit, mais attendez, on va avoir une Europe sociale. Pendant ce temps-là, on a une usine qui ferme tous les jours et quasiment 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, tout ceci, ça finit par avoir lassé les gens. Et puis, on a un formidable outil. D'abord, on a des petites radios, des radios locales qui, elles, justement, ne sont pas assujetties au diktat des grands actionnaires qui maîtrisent les grands médias. Donc, vous en êtes un exemple, qui, elles, ont gardé le sens de la démocratie et du débat démocratique et de laisser s'exprimer d'autres personnes que les seules voix autorisées sur TF1 ou sur Europe 1 ou RTL. Et puis, il y a un autre outil qui est formidable, c'est évidemment Internet. Et ça, je crois que les dirigeants n'ont pas encore parfaitement compris le rôle qu'Internet est en train de jouer.
Je pense, j'aime bien l'histoire, vous savez, l'histoire, ça me rappelle le développement des débats politiques. Maintenant, ça se passe sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui laissent tomber la télévision pour se porter sur Internet et pour y découvrir des analyses qui leur sont cachées et qui d'un seul coup leur donnent la clé de compréhension du monde. C'est un peu, ça rappelle un peu la période de 1787, 1788 en France, où se développaient ce que l'on appelait les libelles, c'est-à-dire des journaux à peine clandestins, en tout cas qui n'avaient pas reçu l'autorisation royale pour paraître, et qui critiquaient terriblement la monarchie française. Ça rappelle aussi les samizdat, vous savez, dans les années 70 en Union soviétique, qui étaient des journaux clandestins qui critiquaient le pouvoir soviétique. Voilà. Et ben nous, on a à notre époque, au début du 3e millénaire, les libelles, les samizdat, ça a été remplacé maintenant par Internet. Et quand vous allez sur Internet, vous découvrez le véritable état d'esprit des Français qui n'a rien à voir avec le conte de fées à l'eau de rose que l'on nous raconte sur TF1. Alors justement, certaines personnes disent que nous sommes en période pré-révolutionnaire. Là aussi, vous savez, je me garderai de faire des pronostics absolus parce que il y a des éléments de nature pré-révolutionnaire, ça c'est exact, mais il y en a d'autres qui sont contre ça. Les révolutions, ça apparaît lorsque les gens n'ont plus rien à perdre. Or actuellement, il y a encore beaucoup de Français qui ont des choses à perdre, ne serait-ce que perdre leur emploi, ne serait-ce parce que la plupart des gens sont endettés, ils se sont endettés, c'est toujours le pouvoir des banques, ils se sont endettés pour acheter une maison, un appartement, une voiture, ou voire des objets de consommation, donc les gens, ils ont besoin de garder leur emploi, c'est un peu ça qui tient les choses. Donc tant que les gens peuvent continuer à vivre un peu comme une autruche en se mettant la tête dans le sable, le système peut perdurer. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui basculent en dessous du seuil de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui basculent dans le chômage, et ça, ces gens-là n'ont plus rien à perdre. Donc il est certain que les tensions sociales vont s'accroître. Alors bon, révolution, ça dépend ce qu'on appelle une révolution. Oui, bien entendu. Bon, je ne suis pas sûr, personnellement, qu'il y aura une révolution violente, quoi qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ce dont je suis en revanche sûr, c'est qu'à un horizon que je n'aurais pas l'audace de fixer, parce que je risquerais d'être démenti par les événements, mais je suis sûr que à horizon de quelques mois, quelques années, voire 10 ou 20 ans tout au plus, l'euro de toute façon va exploser. Ça peut arriver demain comme dans 10 ans, mais de toute façon ça explosera parce que le système n'est pas viable. D'ailleurs, j'explique dans une de mes conférences que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, donc l'euro n'en est qu'un nouvel exemple. Et puis je pense également que l'explosion de l'euro amènera la déliquescence brutale de l'ensemble de la construction européenne. Voilà. Il ne faut pas voir ça de façon négative. Comment dirais-je, négative et catastrophique. Encore une fois, ça ne sera pas la loi de la jungle. Je rappelle que les relations internationales sont organisées au niveau mondial par l'Organisation des Nations Unies et toutes ces agences, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation internationale des télécommunications, Interpol, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, j'en passe et des meilleurs, je pourrais vous en parler comme ça pendant 2 heures. Oui, je me doute bien. Il y a énormément de traités internationaux qui réglementent la vie mondiale. On a mis dans la tête des Français cette absurdité, on leur a fait croire que si la France sortait de l'Europe, on serait fermé, on deviendrait la Corée du Nord. Mais c'est absurde. Il suffit de regarder d'ailleurs la Suisse ou la Norvège, qui, soit dit en passant, sont les 2 pays d'Europe qui se portent le mieux. Ce sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, ils se portent mieux que les autres, et ce n'est pas la Corée du Nord. Voilà, il faut tout simplement redonner au peuple d'Europe l'espoir d'une vie meilleure. Or, on ne redonne pas à un peuple l'espoir d'une vie meilleure si on ne lui donne pas les clés de sa propre maison. Les gens, ils ont besoin de décider de leur propre avenir pour retrouver confiance dans le futur, c'est tout. Alors, nous parlions de la liberté d'expression il y a quelques instants. Quel est votre rapport avec les médias ? Écoutez, mon rapport avec les médias, il est malheureusement très limité. Nous avons, dans un premier temps, quand j'ai créé ce mouvement politique, je l'ai dit en préambule, nous étions très peu nombreux. À la fin de l'année 2007, nous avions une 40aine d'adhérents. Nous étions ce qu'on peut appeler un groupuscule. Il est donc assez naturel, en définitive, que les grands médias n'aient pas voulu me donner la parole, estimant que nous étions un groupuscule.
Sauf que depuis lors, le groupuscule, il a fait des petits, puisque je me suis déplacé dans toute la France, je continue encore, je fais de très nombreuses conférences qui drainent d'ailleurs et qui attirent de plus en plus de monde, parce que grâce à Internet, elles se sont beaucoup développées. Mes conférences, si on les cumule selon tous les vecteurs et toutes les conférences, il y a peut-être plus d'1 500 000 ou 2 millions de visionnages. Donc maintenant, et d'ailleurs quand je me promène dans Paris, il n'est plus rare que je sois abordé spontanément dans la rue par des inconnus qui me disent « je vous ai vu continuer comme ça ». J'ai tout le temps des gens qui me disent « c'est formidable, continuez comme ça ». Alors entre-temps, eh bien, nous sommes passés donc d'une petite quarantaine d'adhérents fin 2007 à 350 environ fin 2010, et puis à 700 fin 2011, et puis au cours de l'année 2012 où il y a eu notamment l'arrivée de la crise de l'euro qui confirmait toutes les analyses que j'avais faites depuis plusieurs années, nous sommes passés de 700 adhérents à 2100, c'est-à-dire que nous avons eu un triplement de nos adhérents, et aujourd'hui même où je vous parle, nous en sommes à 2800, plus de 2825 adhérents de mémoire. Voilà, ça veut dire qu'avec ce nombre d'adhérents, nous avons maintenant plus d'adhérents. Là, le chiffre dont je vous parle, ce sont des vrais chiffres. Moi, je suis pas un menteur. Les politiques vous racontent n'importe quoi. Il y a des on l'a bien compris d'ailleurs. Voilà, il y en a qui rajoutent allègrement un zéro au nombre de leurs adhérents. Nous, c'est un nombre qui peut être vérifié par huissier. Bon. Avec 2825 adhérents, nous avons désormais plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs à la télé. Il a dit qu'il en avait 2500. Et puis nous en avons très probablement au moins autant, sinon davantage, que M. Dupont-Aignan avec DLR ou que Mme Boutin avec le Parti chrétien-démocrate. Je ne dis pas que nous sommes devenus un mastodonte parmi les partis politiques. Bon, mais ce que je dis, ce qui est vrai, c'est que nous sommes devenus désormais un réel mouvement politique qui a plus d'adhérents que des partis que l'on a vu souvent dans les grands médias, que ceci se sait, parce que nous avons sur des messages Twitter où nous avons la consultation de notre site, nous savons que beaucoup de journalistes de très grands médias viennent consulter, pas seulement eux d'ailleurs. On a sur notre site des consultations en provenance du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, de la Commission européenne, même de l'Élysée. Donc tout le monde nous connaît très très bien, on est suivi, vous imaginez bien qu'il y a en France des services de renseignement à la fois français et étrangers qui nous suivent bien sûr, puisque nous avons une croissance exponentielle. Dans un tel contexte, il serait naturel, si les journalistes faisaient leur métier conformément à leur devoir qui a été fixé, je vous rappelle, par la charte de Munich en 1971. Normalement, un journaliste qui fait son devoir, il est là pour suivre les évolutions de la société, repérer les grandes évolutions, et puis faire des reportages dessus, et donner la parole. Or, nous, c'est exactement l'inverse. Plus nous nous développons, enfin, pas plus nous nous développons, mais même si nous nous développons très rapidement, les médias continuent, je parle des grands médias, continuent à refuser absolument de nous donner la parole. Voilà. Il y a eu que une ou deux petites exceptions. Il y a eu Frédéric Tadei. Oui, sur France 3. Ce soir ou jamais, à la télévision pour Ce soir ou jamais, où j'ai été invité en fin de soirée, où j'ai pu parler pendant environ 13 minutes en cumulé, en tout et pour tout. Et voilà mon seul passage sur les ondes des grandes télévisions nationales. Alors, nous disons que ça n'est pas normal. Nous avons approché beaucoup de gens, des gens comme par exemple Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Jean-Michel Apathy sur RTL. Nous avons été en contact personnel avec eux. Et la réponse qu'ils nous ont dit, non, on ne lui donnera pas la parole. Et pourquoi? Eh bien, c'est à vous de leur demander. Monsieur Apathy a dit, ben non, il n'a pas les codes. Les codes, quoi? C'est quoi? C'est comme un code bancaire. Il faut avoir un numéro de code de carte bleue pour pouvoir passer sur l'écran média. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui fait que des gens, des quidam, Monsieur Apathy est un journaliste comme un autre, il ne représente que lui-même, Monsieur Apathy, Monsieur Bourdin, des journalistes en plus de ça sur des télévisions publiques ou des chaînes de radio publiques financées par les contribuables. Or, nous avons des contribuables parmi nos milliers d'adhérents. En vertu de quoi refusent-ils de nous donner la parole? Voilà. Donc c'est tout à fait inadmissible. Alors nous essayons, puis de toute façon, le temps joue pour nous. Tout à fait. Alors un mot sur l'argent donné aux banques depuis le début de la crise, et sur les scandales à répétition de droite, de gauche, exemple l'affaire Cahuzac.
Alors, d'abord, effectivement, ce sont des sujets différents. Oui. Sur l'affaire Cahuzac, c'est une affaire misérable à tous les égards. Ce que je trouve le plus scandaleux, c'est que M. Cahuzac, en tant que ministre du Budget, participait en novembre dernier encore à Nanterre à un grand show, vous savez, à l'américaine, une espèce de colloque pour combattre la fraude fiscale. Ouais. Bon. Les photos qu'on a ressorties à cette occasion sont ravageuses pour lui, parce que non seulement nous avons affaire à quelqu'un qui a en fait voulu se livrer à de l'évasion fiscale, ce qui déjà en soi est un délit en France, mais de surcroît, ce type, c'était Tartuffe en personne, puisqu'en plus de ça, il venait donner des leçons de morale en tant que ministre pour lutter contre ce qu'il était en train de faire par derrière. Donc je pense que c'est quelque chose qui est ravageur. Je ne m'en félicite pas tellement d'ailleurs, parce que vous savez, nous ne sommes pas un mouvement extrémiste, nous sommes un mouvement extrêmement républicain, parfaitement conscient du respect du droit, et donc je trouve que ce genre d'événement développe en France une forme d'anti-parlementarisme, de systématique que je peux comprendre compte tenu des oeuvres, des spécimens que l'on nous présente à droite ou à gauche, mais qui n'est pas bon, c'est pas sain pour la vie démocratique d'un pays. J'espère que la justice va passer, va frapper M. Cahuzac, comme d'ailleurs tous ceux qui sont dans le même cas que lui, sur lequel probablement il y a encore beaucoup de choses à savoir. Voilà. Certainement. Donc voilà pour cette affaire, je trouve ça exécrable à tous les égards. S'agissant de l'argent des banques, c'est une affaire beaucoup plus importante en volume, même si d'un point de vue symbolique, elle frappe peut-être moins l'imagination du peuple français. L'argent des banques, il faut savoir par exemple que pour sauver l'euro, comme on dit dans les médias, la France a pris des engagements vis-à-vis de la Grèce. Il ne s'agit pas de sauver l'euro et de sauver la Grèce, il s'agit tout simplement de sauver les banques qui avaient fait des investissements hasardeux en Grèce. C'est de ça qu'il s'agit. Et en fait, aux dernières nouvelles, vous avez peut-être vu passer cette information, ce sauvetage, qui n'est qu'un sauvetage provisoire, je vous le disais tout à l'heure, de toute façon l'euro explosera, va coûter aux contribuables français 69 milliards d'euros. D'après les dernières Oui, je sais. Ouais. C'est une somme inimaginable. Ça représente des millions de logements sociaux. Bien sûr. Au moment même où les Français ont de plus en plus de mal à se loger, on a de plus en plus de sans-abri. Je ne vais pas vous expliquer à quel point les Français qui ne sont pas propriétaires de leur logement, c'est-à-dire en gros la moitié des Français, et en particulier les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, puisque le taux de chômage des jeunes est très important, même s'il est en partie caché, donc ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils ont besoin de trouver des logements de type HLM à bas coût. Eh bien, il n'y en a pas. Les listes d'attente dans les grandes villes ou dans les banlieues des très grandes villes se chiffrent parfois en mois, voire en années. Quand vous voyez quelle est la crise du logement, que quelques milliards d'euros permettraient de régler assez rapidement, alors que ça traîne depuis des années, mais qu'en revanche, pour sauver les banques, on ponctionne la richesse des Français de 69 milliards d'euros. Ah, ça, tout le monde le dit, hein. C'est un véritable scandale. Voilà. Oui, on nous fait souvent la réflexion, d'ailleurs.